Alors, pas brillante, j'ai arrêté l'école en troisième, j'avais 16 ans. Et j'ai intégré l'entreprise de mon père après un petit stage en comptabilité. Je me suis occupé de son club. En ça, je lui suis vraiment reconnaissant parce que j'aurais pu super mal finir. Et ça me rappelle un peu d'ailleurs je pense à Bruce Lee hein, dans ces cas-là, que son père avait envoyé à Seattle parce qu'il faisait des conneries à Hong Kong. Et donc, il y a un peu de ça. Alors, je suis quelqu'un qui s'est fait tout seul. Donc après mon petit stage de comptabilité, quand je cherchais ma voie, que je ne trouvais pas, que j'étais sans emploi, on va dire, mon père m'a proposé donc d'entrer dans l'entreprise familiale et il m'a confié le secrétariat du club. Donc j'ai commencé par m'occuper du secrétariat du club, j'ai voulu l'informatiser, donc on était au début des années quoi 80, avant 79-80, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai travaillé avec les premiers PC qui ont existé. C'était un Xerox d'ailleurs, qui fonctionnait avec des disquettes larges comme ça, et sur un système d'exploitation qui est oublié aujourd'hui, qui s'appelle CPAM. Et derrière ça, j'ai découvert le premier Macintosh et je me suis mis au Macintosh donc en 80, 81 peut-être, quelque chose comme ça. Par rapport, parallèlement à ça, j'ai aussi modernisé, je dirais, la librairie. On a fait beaucoup d'importations de livres du monde entier, etc. Budostore était l'endroit où on trouvait tous les livres du monde sur les arts martiaux. On avait peut-être 2000 références, 2500 références, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert les livres de Bruce Lee, les livres techniques, j'entends, de Bruce Lee, parce qu'évidemment, je connaissais Bruce Lee comme acteur, mais j'ai découvert les livres techniques de Bruce Lee. J'avais beaucoup de lecteurs qui me réclamaient ces livres-là en français. Mon père avait eu une idée assez géniale. Pour pouvoir contourner la question des, euh, des droits d'auteur, c'est du piratage en quelque sorte, il avait demandé à des élèves donc dans le quartier, puisqu'on est dans le quartier latin, de traduire les livres en français. Il photocopiait les traductions qu'il donnait avec l'achat du livre. Comme ça, l'auteur recevait ses droits d'auteur sur l'achat du livre en anglais et il pouvait lire le livre en français. Mais bon, les traductions n'étaient pas de très bonne qualité, la demande était croissante. J'ai pris contact avec l'éditeur américain de Bruce Lee pour traduire la méthode de combat de Bruce Lee. Donc la méthode de combat de Bruce Lee est mon premier livre, c'est le premier que j'ai réalisé, que j'ai traduit en partie seul. Une autre partie, je me suis fait aider par un ami qui faisait des études littéraires et par ma femme de l'époque qui était professeure de philosophie. Et donc, on a fait quelque chose de très bonne qualité puisque mon ami
qui est connu d'ailleurs, qui est Emmanuel Charlot, qui est aujourd'hui rédacteur en chef du magazine L'Esprit du Judo, apportait la touche qualitative littéraire. Ma femme, donc Valérie Melin, apportait la qualité technique sur la philosophie et moi j'apportais l'aspect technique martial. Donc on a fait une très bonne traduction et ça a tout de suite marché et ma maison d'édition s'est développée de cette façon-là. On a fait le premier livre de Bruce Lee, ensuite on a fait le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc il faisait un ensemble. On a édité son tout premier livre technique qui est le Chinese Kung Fu. Et on a édité le Tao du Jeet Kune Do. Puis ensuite, on est parti sur d'autres grands experts, des maîtres fondateurs de l'aïkido, du judo, tout ça. Aujourd'hui, on a au catalogue au moins 350 livres d'arts martiaux. Alors, vous savez, vous savez sans doute, mon père est le pionnier du karaté en Europe. Les gens ne savent peut-être pas. Voilà, je suis né dans un dojo en fin de compte, et donc presque avec un kimono. Et donc, dès que j'ai commencé à marcher, j'étais sur les tatamis à faire ce qu'un enfant de cet âge était capable de faire. Et donc, j'ai fait du judo, de la canne française, du karaté. Du kendo, j'ai fait tout ce qui se faisait dans le dojo. Et je me suis spécialisé dans le judo. Et je suis devenu enseignant de judo, d'abord aux enfants, puis ensuite aux adultes. Et ça pendant 17 ans. Là, vous pratiquez encore là? Non, aujourd'hui je ne pratique plus le judo. C'est fini. Aujourd'hui j'ai 57 ans, même 58 ans. Et donc je pense que c'est une très mauvaise idée de faire du judo à 58 ans parce que le judo est un sport martial très physique, très risqué et c'est pas raisonnable. Enfin, c'est une ânerie parce que déjà quand on a 30 ans, on se fait des blessures. C'est comme ça que j'ai arrêté la compétition, etc. Parce que je m'étais fait une vilaine luxation à l'épaule, une fracture à la cheville. Etc. Donc j'ai arrêté la compétition pour cette raison-là. Si aujourd'hui je suis retourné sur les tatamis, j'aurais des chances de me blesser. J'ai vu mon père suffisamment blessé pour savoir que ce n'est pas une bonne idée pour finir correctement sa vie. Donc aujourd'hui, je ne fais plus d'arts martiaux à risque, je dirais. Pas au sens littéral du terme. C'est-à-dire que pour l'instant, mon activité professionnelle me prend trop pour pouvoir véritablement écrire. En vérité, je fais ce que Bruce Lee préconisait. Je prends et je construis avec. C'est-à-dire que je ne crée rien de particulier. J'utilise ce que d'autres ont créé et je les développe. Donc je suis en partie auteur, mais pas vraiment, puisque je ne suis pas véritablement un créateur. Alors pour moi, c'est un phénomène véritablement prépondérant dans les arts martiaux. C'est celui qui a vulgarisé les arts martiaux. C'est grâce à lui que les arts martiaux sont aussi connus qu'ils le sont aujourd'hui. Je pense que si Bruce Lee n'avait pas existé, et si personne n'avait pris sa place, évidemment, les arts martiaux seraient très différents. Ce serait sans doute des arts réservés à une élite, à des gens initiés. Justement, c'est bien que vous disiez une élite, parce qu'on a entendu que Bruce Lee, à un moment, j'ai entendu, alors c'est pour ça que j'en parle, que Raymond Shaw était financé un peu par la mafia dans ses films. Est-ce que c'est vrai?
À Hong Kong, à mon avis, tout le monde est finançable par la mafia. D'accord. Que ce soit Raymond Shaw ou la HSBC, Mhm. de toute façon, ils ont tous mis le nez dedans. Mhm. Et c'est pas propre au monde chinois. C'est les Anglais étaient déjà des magouilleurs de premier, puisque il faut quand même dire que c'est les Anglais qui ont amené la drogue à Hong Kong. C'est pour liquider leur production d'opium D'accord. indienne qu'ils ont réclamé aux Chinois un port à Hong Kong et qu'ils ont diffusé D'accord. l'opium à travers la Chine. C'est D'accord. pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelait la guerre des boxeurs ou la guerre de l'opium. Ça vient de là. Les Chinois n'étaient pas du tout contents. Enfin, l'Empire, les empereurs chinois n'étaient pas du tout contents que les Anglais balancent de la drogue à tout va, quoi. Donc Hong Kong est une ville fondée sur un système mafieux. Donc c'est D'accord. pas du tout étonnant. Et c'est pas du tout étonnant que Bruce Lee ait fait des conneries à Hong Kong. Ouais. Ça doit être très très difficile de vivre à Hong Kong et de rester parfaitement propre. Réponse simple, oui, tous les bons. D'accord. C'est-à-dire que dans notre maison d'édition, c'est spécialisé dans les arts martiaux. Il existait d'autres maisons d'édition, Sirep par exemple, Mhm. Très Daniel, qui faisait un peu de livres d'arts martiaux. Et quand je me suis lancé dans l'édition, j'ai tout de suite voulu cibler sur la qualité. Donc j'ai cherché les meilleurs auteurs et les meilleurs produits, le meilleur papier, la meilleure reliure, la meilleure mise en page. Et j'ai été précurseur dans le domaine. D'accord. Et donc, tous les bons sont chez nous. Mori Ueshiba, le fondateur du karaté, tous ses livres, de l'aïkido, tous ses livres sont édités chez nous. Jigoro Kano, tous ses livres sont édités chez nous. Gishin Funakoshi, le fondateur du karaté, tout est édité chez nous. D'accord. On a fait connaître à l'Europe Yan Jingming, qui est un grand expert chinois. Mhm. On a édité peut-être 30 livres de Yan Jingming. Et tous les grands, Tissier, Sauvin, Ouais. Valera et Bruce Lee, évidemment, Surtout. sont chez nous. Oui, c'est pas très fréquent parce que, comme je vous disais, d'abord on édite vraiment des livres fondamentaux. Donc il faut que la personne ait vraiment quelque chose de nouveau à apporter. Quelqu'un qui juste blablate et répète ce qui a déjà été dit 28 000 fois, Ouais. ça n'a aucun intérêt. Donc là, par exemple, en livre que l'on a appris, on a pris, par exemple, la correspondance entre Bruce Lee et Taki Kimura, donc correspondance martiale, et celle entre Bruce Lee et celui qui était son artisan, celui qui fabriquait tout son matériel, qui était Georges Lee. Et D'accord. c'est intéressant parce qu'on peut rentrer dans l'intimité de ce que disait Bruce Lee pratiquant, pas la star, Mhm. le pratiquant, quand il conseillait son élève Taki Kimura, son bricoleur, qui lui fabriquait les sacs de frappe, Ouais. tout le matériel que l'on voit dans ma méthode de combat, sont des produits que son ami Georges Lee lui a fabriqués sur ses directives. D'accord. Bruce Lee était un vrai chercheur. C'est quelqu'un qui voulait créer quelque chose de neuf et qui ne voulait pas répéter inlassablement ce que les vieux disaient. Il était persuadé que les arts martiaux
traditionnel n'avait de sens que dans un monde traditionnel. Bien sûr. Lui, il était dans un monde moderne. En plus de ça, à mi-chemin entre Hong Kong, la Chine et les États-Unis, C'est génial, hein. c'était un homme moderne, lui. Donc, il a étudié tous les arts martiaux. Il avait une bibliothèque très importante où il étudiait la boxe, l'escrime, le judo, le karaté. Il étudiait tout. Ouais. Et ensuite, il prenait toutes ces choses-là et il les amalgamait et il en tirait l'essence. Et c'est avec cette essence-là qu'il a fait le Jeet Kune Do. Alors bien sûr, le Jeet Kune Do est une forme de kung-fu, si on peut dire, puisque Bruce Lee était un pratiquant de kung-fu. Il a fait du Wing Chun à Hong Kong. Donc sa discipline fondamentale, c'était le Wing Chun. Donc de ce fait-là, forcément, tout ce qu'il a rajouté avait un parfum chinois. Donc on peut dire que c'était une forme de kung-fu. Mais ce serait peut-être plus proche de le rapprocher du MMA, en fin de compte. Ah, Parce que c'est le même esprit que le MMA. On prend de tout, on l'applique en fonction des situations et selon son goût personnel. Il y a simplement que le MMA aujourd'hui, il suit des règles qui n'ont aucun rapport avec les règles de l'époque où Bruce Lee le faisait. Donc bien sûr. Bruce Lee avait une forme de corps d'abord qui lui était propre et qui respectait ces lignes-là, alors que ceux du MMA ont une pratique qui respecte les règlements des compétitions de MMA. Donc c'est totalement différent. Mais l'idée reste la même. Ouais. Prendre ce qui existe, mélanger tout ça et en ressortir quelque chose de neuf. Ouais, ce qu'on dit le melting pot, c'est un Voilà. peu ça. Lee était avant tout un pratiquant. Il est devenu une star et un personnage cinématographique parce que d'abord son père travaillait dans le spectacle. Et donc son père l'avait très tôt poussé à faire des bouts d'essai dans des petits films ou au théâtre à Hong Kong. Mais aussi parce que Lee, d'abord, avait, comme je disais tout à l'heure, un très fort ego, c'est-à-dire que il en avait marre de ces Chinois qui ont filé des coups de pied dans le cul tout le temps. Il en avait marre que dans les films, les Chinois soient des blanchisseurs. Et il voulait qu'il y ait une vraie star. Il faut avoir à l'esprit que dans les années 60, quand il s'est lancé dans le cinéma, à la fin des années 60, les gens qui faisaient des rôles de Chinois, Fu Manchu par exemple, qui est connu, c'était Christopher Lee, c'est-à-dire le gars qui faisait Dracula. Bien sûr. On lui mettait une barbiche, on le peignait en jaune avec un chapeau, avec une natte, et il faisait les Chinois. Et ça a été comme ça tout le temps. À cette époque-là, on n'embauchait pas de Chinois. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ceux qui ont essayé, Van Damme, Chuck Norris, Jackie Chan et d'autres, ce sont des rigolos quoi, à côté de Bruce Lee. Jet Li, ça vaut. Jet Li est un peu plus proche de Bruce Lee. On pourrait dire qu'il est peut-être celui qui est le plus proche de Bruce Lee, mais il lui manque tout le génie de Bruce Lee, quoi. C'est-à-dire le charisme et la capacité à créer quelque chose de nouveau. Ouais, ouais. Mais il est bon, hein. Ouais, ouais. C'est celui qui nous fait directement penser à Bruce Lee, alors que les autres, bon, on est loin, quoi. Ouais. Et Seagal, pour vous, c'est. Comme Van Damme. Il y a simplement que Seagal, c'est un pratiquant d'aïkido. Donc, il essaye de faire des choses qui sont plus proches de l'aïkido. C'est-à-dire, on met moins des coups de poing dans la gueule et on tord plus les poignets. Donc, de ce fait-là, il a fait des films qui sont des films d'action un peu à la James Bond, quoi. Le cinéma est devenu, pour lui, une façon de se promouvoir
d'exister presque politiquement parlant, de devenir riche. Il voulait devenir riche, il avait vraiment la volonté d'avoir des moyens. Et à côté de ça, il avait une passion, et sa passion, c'était les arts martiaux. Donc pour lui, devenir riche, c'était une façon de pouvoir faire des arts martiaux, avoir des moyens pour promouvoir, etc. Et c'était pas que la richesse pour la richesse. Ce qu'il y a, c'est qu'il est mort tôt. Donc il n'a pas vraiment eu le temps de faire ce qu'il voulait. Dacascos, c'est un peu différent parce que Dacascos est un peu l'équivalent du fils de Bruce Lee. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que son père était un grand expert. C'est celui qui a développé le Kajukenbo aux États-Unis. Et donc, c'est quelqu'un qui a pratiqué tout le temps, quoi. Les arts martiaux, c'est sa vie. Donc, habitant Los Angeles, forcément, Hollywood n'est pas loin. Forcément, il y a toujours un moment où il faut faire des cascades, etc. Et il était là pour les cascades. Il a une belle gueule, il est sympa. Donc, on l'a pris pour le pacte des loups, quoi. Voilà. Par exemple. Par exemple. Il arrive pour d'autres films. Ouais, il a fait d'autres films aussi. Alors là aussi, ça va être simple. Je ne suis pas en relation avec la famille de Lee, je suis toujours passé par des intermédiaires. Donc, je n'ai aucune idée de quelle personne est Linda Lee et Shannon. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'ils sont des gens sympathiques, s'ils sont des gens prétentieux, s'ils sont près des arts martiaux ou au contraire très loin, parce que un peu lassés qu'on les bassine toujours avec leur père Petit Dragon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de problème d'argent. Alors, je pense que Bruce Lee aurait été tout à fait en accord avec ça. Je suis, moi, personnellement, en accord avec ces nouvelles formes. Ça va dans le sens de la modernisation. Le seul problème, c'est que ça manque un peu de spirituel. Et donc, en cela, Bruce Lee n'aurait pas apprécié. Mais sinon, le côté mixité, mélange, modernisation, combat, parce que Bruce Lee était quelqu'un qui était extrêmement pragmatique. Les katas, ça le faisait chier. Tous ces trucs-là, ça le faisait chier. Il fallait uniquement que ça marche. Répéter des mouvements n'avait d'intérêt que pour que ça marche le jour où on ait besoin de le faire. Mais le côté, je me regarde faire des mouvements, je fais des séries parce que c'est joli, etc. C'était pas le truc de Bruce Lee. Bien sûr, il le faisait pour ses films. Il devait bien s'entraîner, se mettre devant la glace et puis demander à des potes de le filmer pour voir qu'est-ce qui rendait le mieux dans ses films. Mais sa pratique, c'était pas ça. Sa pratique, c'était efficacité. Il n'y avait que le combat qui l'intéressait. Donc en ça, le MMA, par exemple, est tout à fait dans l'idée de ce qu'il aimait. Mais le problème, c'est que ça manque un peu de spiritualité et les pratiquants, comme les spectateurs, ils sont un peu bourrins, quoi. Et voilà. Parce que bon, on a dit que des fois la caméra était en vitesse accélérée, tout ça. Il nous a prouvé par des fois des petits reportages qu'il était très rapide. Oui, il était rapide. Bruce Lee mettait très très peu de trucage dans ses films. Je ne parle pas des techniques qui fait qu'on ne frappe pas son partenaire. On fait semblant de le frapper. Donc, mais je parle
de trucage de cascadeur, il en faisait très très peu, quoi. Il y en a un ridicule dans Big Boss où il saute sur un mur, où on voit très nettement que ça a été pris à l'envers. Il y a des sauts sautés où on voit très nettement qu'ils ont fait ça à partir de trampolines. Mais à part, c'est quelque chose assez rare dans les films de Bruce Lee, ce qu'il faisait était vraiment ce qu'il était capable de faire.